Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, on vit présentement dans le réseau de la Santé une grande confusion. On se demande, c'est qui le patron? Le 7 février, le ministre de la Santé a affirmé, je le cite, « C'est à Santé Québec de gérer et à nous de superviser ». Résultat, la CAQ ne s'occupe pas de notre monde. Des Québécoises et Québécois qui attendent des heures au téléphone pour se faire dire « bien, allez aux urgences ». Cas vécu, article hier de la presse de Marie-Ève Cousineau. Madame Suzy Cardinal, 70 ans, de Montréal, elle est asthmatique. Il y a une dizaine de jours, elle avait une toux terrible, elle était très épuisée. Impossible de voir son médecin de famille avant un mois. Pour trouver un rendez-vous, elle appelle 811. Première tentative, Madame Cardinal raconte. Après 1h30 d'attente, une infirmière répond et me demande mes symptômes. Elle me dit « Il faut que vous alliez à l'urgence. » Mais je ne suis pas un cas d'urgence. Elle rappelle 811. Après 1h30 d'attente, la ligne est coupée. Troisième tentative, rappel 811, 1 heure d'attente, elle laisse ses coordonnées. Une infirmière la rappelle, lui donne un rendez-vous dans 2 jours, diagnostic, influenza, sinusite sévère, des antibiotiques sont prescrits. Au total, elle a passé 12 heures au téléphone et sur Internet, ce qui fait conclure à Mme Cardinal, je la cite, « C'est pas tout le monde qui est acharné comme moi. D'autres auraient abandonné, se seraient rendus aux urgences. » C'est ça le réseau de santé avec la CAQ. Qui, ce matin, le premier ministre va-t-il blâmer? Qui est responsable? Les gestionnaires? Santé Québec? Assurément pas son ministre. Qui est responsable? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'invite le chef d'opposition officielle à lire le projet de loi sur Santé Québec. Il va voir, c'est bien défini, les rôles de chacun. Le ministre et le ministère donnent les orientations et Santé Québec s'occupe des opérations quotidiennes. Maintenant, Madame la Présidente, dans le cas qui est mentionné, le chef d'opposition officielle l'a très bien dit, ce n'était pas un cas qu'on considère urgent pour aller à l'urgence d'un hôpital. Malheureusement, Madame la Présidente, on a un problème de prise en charge en première ligne depuis toujours au Québec. 50 des patients qui se rendent à l'urgence pour engorger les hôpitaux auraient dû être traités en première ligne dans un GMF. Madame la Présidente, depuis qu'on est au pouvoir, on a réussi à augmenter de 600 000 le nombre de Québécois qui ont un médecin de famille ou un GMF, mais il reste encore, malheureusement, beaucoup de Québécois qui n'ont pas accès à un GMF ou un médecin de famille. On est en négociation avec la FMOQ, donc avec le syndicat des médecins de famille, et il doit y avoir une plus grande prise en charge. Il y a certains médecins de famille qui ne prennent pas en charge assez de patients. C'est quelque chose que Gaétan Barrette a essayé de régler, il n'a pas réussi. Tous les gouvernements ont essayé de régler avec la FMOQ. Nous, Madame la Présidente, on va persister, puis on va aller jusqu'au bout pour qu'on ait une première ligne forte. Tant qu'on n'aura pas une première ligne forte, on ne pourra pas avoir un réseau efficace. Première complémentaire. Le premier ministre lui dit, c'est pas un cas d'urgence, mais c'est ce que l'infirmière lui a dit. Autre cas, Marc Kiandoussi, 54 ans, Longueuil. Mercredi soir, avait de grosses crampes. Il se tordait de douleur. Il a appelé 811. Après 2h26 d'attente, l'infirmière lui a dit quoi? Aller aux urgences. Pas été, son mal est parti après 2 Tylenol, 2 Advil, c'est pas normal. À matin 10 février, au 10 février, au 811, le taux d'appel d'abandon 811 était de 46 %. Qui est responsable? Le gestionnaire ou le superviseur? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je répète ce que j'ai dit, puis c'est pas d'hier qu'on parle de ce problème-là. Rappelez-vous du rapport de Michel Clerc, le rapport Clerc, puis il y en a des dizaines de rapports au Canada. C'est pas un problème qui est unique au Québec. Malheureusement, les médecins de famille ne prennent pas assez en charge. Certains médecins de famille, je devrais dire, Madame la Présidente, parce qu'il y en a qui font leur part pour prendre en charge, mais il y en a d'autres qui ne font pas leur part. Gaétan Barrette a essayé de mettre en place un projet de loi où il y aurait des pénalités. Malheureusement, Philippe Couillard ne lui a pas laissé mettre en place les pénalités. Nous, on va aller jusqu'au bout du processus. Deuxième complémentaire. Le bout achève parce qu'il est dans sa 7e année puis il n'a rien réglé. Donc, c'est la faute des médecins, c'est la faute des libéraux de Gaétan Barrette.
Pierre Côté, 70 ans, au Lac-Saint-Jean, il n'y a pas de médecin de famille. Il voulait renouveler ses médicaments. Il n'y avait aucun rendez-vous disponible au GAP. Il a appelé 811. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont dit? Allez à l'urgence. M. Côté a dit « J'étais mal à l'aise de prendre une place à l'urgence pour des renouvellements de médicaments. » Fin de la citation. Ce matin, 9h38, taux d'occupation urgence, 134 %. Qui est responsable? Les gestionnaires ou les superviseurs? La réponse du premier ministre. Bon. Le chef d'opposition officielle a écrit ses questions probablement à l'avance, puis il n'écoute pas mes réponses. On dit aux gens d'aller à l'urgence parce que malheureusement, il n'y a pas assez de prise en charge en première ligne. Quand on parle de l'hôpital, on parle de la deuxième ligne, la troisième ligne. Le défi au Québec, puis partout à peu près dans tous les réseaux de la santé, c'est d'avoir une première ligne plus forte. Puis il n'y a pas de raison au Québec, Madame la Présidente, on a 10 000 médecins de famille. Il n'y a pas de raison qu'il y ait 2 millions de Québécois sur 9 millions qui n'aient pas accès à un médecin de famille ou un GMF. On va se battre pour réussir cette négo. Troisième complémentaire. Qui ne s'inquiète pas, je les écoute, ces réponses. Mais maintenant, je veux qu'ils entendent les cas. Je viens de faire état de Mme Cardinal, M. Candoussi, M. Côté. Je veux qu'ils entendent le cas de Philippe Bougie, 65 ans, Mirabel. Pas de médecin de famille, souffre de douleurs chroniques au dos. Jeudi dernier, il a appelé 811. La dame, l'infirmière, a dit « Vous avez besoin d'une consultation urgente. » M. Bougie raconte. Je leur ai dit « Qu'est-ce que je fais? » On m'a répondu « Il faut reprendre le processus parce qu'il n'y avait pas de place. Rappelez 811. » Qui est responsable dans leur 7e année? Les gestionnaires ou les superviseurs? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, le ministre de la Santé a mis en place le GAP, qui est un système où on peut avoir accès à un médecin de famille. Il y a 50 000 rendez-vous par jour qui sont pris sur le GAP. Malheureusement, ce n'est pas encore suffisant. Puis il faut avoir plus de collaboration de la part du syndicat des médecins de famille pour convenir d'une entente où tous les Québécois seraient pris en charge. Je comprends que le chef de l'opposition officielle arrive avec M. Côté, M. je ne sais pas trop qui, Pierre, Marc. Ce qui est important, Madame la Présidente, là... Oui, Madame la Présidente, ce qui est important, c'est qu'on s'occupe de chaque Québécois. Silence, je vous prie. En question principale, je reconnais le député de Pontiac. Oui, Madame la Présidente, avec les entrevues du ministre de la Santé en fin de semaine puis les explications du premier ministre, je pense qu'on doit un peu de clarté aux Québécois. Le ministre nous a essentiellement dit, quand on me rapporte une situation qui ne fonctionne pas, bien moi, j'appelle Santé Québec. Madame la Présidente, nous, on comprend qu'il reste 1 an et demi au mandat, il reste 1 an et demi avant que le ministre de la Santé quitte la vie politique, mais son bilan, il s'empire de jour en jour, puis il ne peut pas prendre ce temps-là à jouer aux députés d'opposition. Là, ça va mal. Quand ça va mal dans le réseau de la santé, quand les Québécois ne sont pas capables d'avoir les soins nécessaires, le ministre appelle Santé Québec, puis il leur demande qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, il relaie les lignes qui lui viennent des Top Gun. La réalité, Madame la Présidente, c'est que les gens n'ont pas voté pour Geneviève Biron. Ils ont voté pour le gouvernement de la CAQ parce que tous les députés ici ont pris des engagements locaux d'améliorer les soins de santé. Mais là, ils n'ont plus aucun pouvoir là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces engagements-là? Est-ce qu'ils vont simplement demander à Santé Québec qu'est-ce qui se passe avec ça? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je suis très content d'avoir cette question-là parce que je vais rappeler aux députés de Pontiac le projet de loi qu'on a fait ensemble qui s'appelle le projet de loi 15, il y a plus qu'1 an maintenant. Premièrement, je vais lui lire l'article 26 qui définit la mission de Santé Québec. De plus, Santé Québec a pour mission de mettre en œuvre les orientations, les cibles et les standards déterminés par le ministre, notamment à l'égard de l'organisation et de la prestation de services. Madame, ce serait bon qu'il écoute parce que peut-être qu'il ne s'en rappelle pas. Maintenant, Madame la Présidente, il est clairement dit dans la mission de Santé Québec que le ministre, ou les ministres, parce que j'ai des collègues aussi aux aînés puis aux services sociaux, que lorsqu'on pense qu'une orientation, que des objectifs, que des cibles ne sont pas rencontrés, qu'on a le droit d'intervenir. On s'est gardé cette responsabilité-là, Madame la Présidente. Alors, qu'est-ce qui arrive? Si on apprend que, puis surtout en période de transition, le Santé Québec, ça vient de commencer. S'il y a un élément du gap qu'on aime moins, s'il y a un élément des urgences qu'on aime moins, dans les priorités qu'on a données en santé, c'est tout à fait normal qu'on intervienne, Madame la Présidente.
Première complémentaire. Je suis content que le ministre se souvienne de la mission Santé Québec. Peut-être qu'il va pouvoir annuler le contrat de 100 000 $ qu'ils ont donné pour se trouver une mission. Mais là, en ce moment, Mme la Présidente, il y a 9 urgences au Québec là, où le taux d'occupation est à 200 % Pontiac, Maniwaki, Verdun, Lakeshore, La Salle, le Royal Vic, Mont-Laurier, la Mingani, Sept-Îles, toutes à 200 % d'occupation. Puis la seule explication du ministre à date, là, c'est de dire est-ce que c'est de ma faute s'il y a plus d'influence? Là, le monde, ils vont à l'urgence parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir une ligne au 811, pas capables d'avoir de réponse. Qu'est-ce que vous allez faire? Appeler Santé Québec? La réponse du ministre. La présidente, que le député de Pontiac n'a pas écouté la réponse du premier ministre. Il n'y a pas juste une raison pour laquelle les urgences sont bien équipées. On vient d'expliquer clairement que les médecins de famille ne prennent pas assez en charge. On a plus de 50 Madame la présidente, des P4 et des P5 qui vont à l'urgence. C'est parce que la première ligne n'est pas assez forte pour les prendre. J'ai expliqué combien de fois, Madame la présidente, puis là, il y a des médecins qui commencent à sortir pour dire « C'est vrai, le ministre a raison, le vieillissement de la population, c'est un gros facteur. » Madame la présidente, il y en a plusieurs facteurs. On travaille sur un ensemble de faits. La négociation avec les médecins est un élément important, mais on va continuer à faire le travail, Madame la présidente. Deuxième complémentaire. C'est vrai qu'il le dit souvent, ça fait 6 ans et demi qu'il nous dit la même affaire avec 0 résultat. Là, le maire de La Tuque, là, il est sorti sur la place publique en fin de semaine pour nous dire que la fermeture du bloc opératoire, ça ne peut plus durer, que c'est dangereux pour les patients. Les femmes enceintes à La Tuque passent 2 semaines avant d'accoucher à l'hôtel à Shawinigan, juste au cas. Est-ce que le ministre va régler cette situation-là ou est-ce qu'il va simplement demander un état de la situation à Santé Québec? Le ministre, là, c'est lui, c'est pas Geneviève Piron. La réponse du ministre. Je pense qu'il faut faire, Madame la présidente, la différence très claire. Je comprends le député de Pontiac de dire que le système ne s'est pas amélioré. Puis les cas spécifiques dont il parle, j'ai beaucoup d'empathie pour ça. Le premier ministre aussi. Madame la présidente, je veux juste être clair. Là. On fait le travail. Quand on voit quelque chose qui n'est pas à notre goût, j'ai dit, on a le droit d'intervenir. J'ai intervenu plusieurs fois. Je l'ai dit en période de transition. Ça s'applique à La Tuque, ça s'applique à tous les endroits au Québec où on a des enjeux. Madame la présidente, de dire que le système ne s'est pas amélioré, quand je regarde chacune des urgences, chacun de nos établissements, malgré l'augmentation de la population, malgré le vieillissement, on s'est amélioré. Les statistiques le prouvent. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Lapinière. Madame la présidente, on apprend que 1200 lits sont à risque de fermer dans des CHSLD privés conventionnés, faute de financement adéquat. Concrètement, ça veut dire 1200 personnes aînées très vulnérables qui sont déjà hébergées en CHSLD qui pourraient perdre leur milieu de vie. Est-ce que la CAQ est consciente que ces 1200 places sous-financées sont en péril? Ce sont 1200 aînés qui risquent de s'ajouter aux 3500 qui sont déjà sur la liste, 3300 qui sont déjà sur la liste d'attente. Où ces personnes aînées vulnérables vont-elles aller? Aux urgences? Ça va être le seul recours. À l'hôpital? Ça va être la dernière place. Est-ce que la CAQ va se ressaisir et accorder un financement adéquat aux CHSLD privés conventionnés pour nos aînés? La réponse du ministre de la Santé. Premièrement, je veux mentionner, en l'absence de ma collègue ici aujourd'hui, que le travail qu'elle fait... Poursuivez, Monsieur le ministre. Madame la présidente, le travail que ma collègue fait au niveau des aînés, puis particulièrement dans les CHSLD, est exceptionnel. On a eu un programme qu'on a mis avec les derniers budgets de conventionner un certain nombre de CHSLD. On est en train de le faire. À chaque fois qu'on a un nouveau PQI, on augmente le nombre de CHSLD qui sont des CHSLD privés, qu'on veut qu'ils deviennent des CHSLD publics pour avoir les meilleures conventions de travail et de s'assurer de la qualité des soins. Ma collègue a poussé plusieurs dossiers de conventionnement de CHSLD. On va continuer à le faire. Madame la présidente, on a un objectif dans nos CHSLD, c'est de s'occuper de la qualité des soins et ma collègue travaille là-dessus. Alors, je pense qu'avec les budgets qu'on va avoir, avec le PQI qui va être mis en place, on va être capable de continuer à réparer nos CHSLD, à les moderniser, mais aussi à conventionner ce qu'on peut faire.
Première complémentaire. Madame la Présidente, ça fait 65 ans que le modèle des CHSLD privés conventionnés existe. Un gestionnaire me dit qu'en 35 ans de carrière, c'est la première fois qu'il voit des CHSLD privés conventionnés déficitaires et qui risquent de fermer. 1200 aînés là, qui risquent de perdre leur place puis n'ont nulle part d'autre à aller sauf l'hôpital. Avec 3300 déjà sur la liste d'attente, comme je disais tantôt, on risque de voir 4500 aînés sans place. Est-ce qu'on va trouver des solutions? Réponse du ministre de la Santé. Je trouve ça intéressant parce que j'ai eu cette discussion-là avec ma collègue lorsqu'on préparait nos demandes au ministère des Finances et au PQI. Savez-vous qui a mis un moratoire? Qui a mis un moratoire sur le conventionnement des privés consolidés? C'est les gens de l'autre bord. C'est drôle, hein? Peut-être que c'est pas drôle, mais je vous le dis, Madame la Présidente, on est le premier gouvernement à avoir renversé cette situation-là et de dire s'il y a des CHSLD privés qui ne répondent pas aux besoins et à la qualité des services, on va le faire. Ce gouvernement-là précédent, les libéraux, avait mis un moratoire pendant 30 ans. Pendant 30 ans, il y a eu un moratoire sur le conventionnement des CHSLD. Je pense qu'on est très correct de ce côté-ci de la Chambre. En question principale. Oh, deuxième complémentaire, Madame, allez-y. Le PQI, c'est pour en construire de nouveaux. On parle du financement pour le fonctionnement des CHSLD privés conventionnés, y compris des nouveaux qui ont été conventionnés par la ministre et qui sont déficitaires, y compris des OBNL qui sont déficitaires. Alors là, il faut s'ouvrir les yeux, il faut voir c'est quoi la situation. Et au prochain budget, j'espère que l'argent va être là parce que c'est 1200 aînés qui risquent de perdre leur place. Où allons-nous les mettre? La réponse du ministre. Je pense que je n'ai pas le droit de dire qu'ils essayent de faire peur aux aînés. Je n'ai pas le droit de dire ça, hein? OK, correct. Ne faites pas indirectement ce que vous ne pouvez pas faire directement, vous le savez. Et monsieur le leader de l'opposition, vous alliez dire la même chose. On vient de remettre les... Alors, retirez, vous retirez, dites que vous retirez et poursuivez. Madame la Présidente, notre premier ministre est très clair. On a augmenté nos budgets en santé de 20 milliards sur les 6 dernières années. On a augmenté le PQI de 100 milliards à 153 milliards sur 6 ans. On continue à faire nos investissements dans des maisons des aînés, à rénover nos CHSLD, à mettre plus d'argent dans les privés conventionnés, ce que le gouvernement précédent n'a jamais fait, avec le moratoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Madame la Présidente, pour nos aînés, là, on n'a rien à se reprocher, particulièrement du gouvernement d'avant. Voilà. Une seule personne a le droit de parole ici. Je la reconnais. Il s'agit de la députée de Mercier. On vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Ce que je dépose ce matin, c'est pas juste un projet de loi, c'est un projet de société. C'est à l'école publique québécoise que je suis devenue québécoise et que je me suis intégrée à notre culture commune. C'est à l'école publique que j'ai fréquenté des Poirier, des Nguyen et des Abdelgawad. C'est à l'école publique que les enfants se retrouvent ensemble, peu importe qui sont leurs parents, peu importe leur salaire, peu importe leur statut social, peu importe leurs origines, leur religion, peu importe la langue qu'ils parlent à la maison. Mais cette école-là, malheureusement, est en train de disparaître, est en train de s'effriter petit à petit. Et que fait le premier ministre du Québec? Il défend un système d'éducation brisé qui divise les enfants. Il est rendu le premier ministre du statu quo en éducation. Nous, à Québec solidaire, on a entendu la population qui veut du changement. Alors, j'ai une proposition pour le premier ministre. Allons-y étape par étape. Chaque année, la CAQ envoie un gros chèque de près de 200 millions de dollars à des écoles privées religieuses qui enseignent aux enfants à prier. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec la grande majorité des Québécois et Québécoises qui veulent arrêter de payer pour enseigner aux élèves à prier à l'école? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, j'invite la chef du deuxième groupe d'opposition à aller voir les études PISA, P-I-S-A. Ce sont des tests internationaux qui sont faits dans tous les pays en lecture, en mathématiques et en sciences.
Et non seulement le Québec est parmi les meilleurs, mais dans ces tests, on a une nouvelle section où on compare les résultats des 20 d'élèves les plus riches avec les 20 d'élèves qui viennent de familles les plus pauvres. Et Madame la Présidente, c'est au Québec qu'on a l'écart le plus petit. Madame la Présidente, selon le dernier résultat, aux États-Unis, il y a un écart de 260 points. En Suède, 256. Au Canada, 244. En Finlande, 242. Au Danemark, 230. Et au Québec, seulement 225. On est les meilleurs. On a le meilleur système où il y a le moins de différence entre les enfants qui viennent de milieux riches et les enfants qui viennent de milieux pauvres. Donc, Madame la Présidente, je comprends que Québec solidaire aime ça dire que tout va mal, mais on est parmi les meilleurs au monde. Est-ce qu'elle peut le reconnaître? Est-ce qu'elle peut aller voir les tests PISA au lieu d'arriver avec des propositions où elle ferme toutes les écoles privées, puis elle se prive du financement des parents qui viennent dans des enfants qui viennent dans ces écoles-là? Ça ne tient pas debout. Ça nous coûterait plus cher de ne plus avoir d'écoles privées. Et on a des meilleurs résultats au monde. Première complémentaire. Il y a tellement de choses que le premier ministre qui a dit qui sont inexactes. J'ai pas le temps, en 30 secondes, de les expliquer. Attendez. Selon le règlement, article 32, vous gardez le silence, vous écoutez la réponse, tout comme la... Vous écoutez la question, tout comme la réponse. Vous l'avoir écoutée. Maintenant, j'écoute la question. Vous avez 22 secondes. Le premier ministre se trompe. Je l'invite à lire le projet de loi et je l'invite aussi à lire le plan pour un réseau commun qui défait ce qu'il dit. Et je veux aussi déposer ce document. Il n'a pas répondu à ma question. Et hier, on a fait voter une motion pour dénoncer toute influence religieuse à l'école publique. Je vais lui parler d'une influence religieuse commanditée par lui. On donne 200 millions de dollars pour faire prier les enfants à l'école. Consentement pour le dépôt du document. Consentement pour le dépôt. Pas de consentement pour le dépôt du document. Là, article 32, on garde le silence. Et la réponse du premier ministre. C'est contre le Chut. Madame la Présidente, j'invite la chef du deuxième groupe d'opposition à aller voir les études qui ont été faites par les professeurs Catherine Haek, Pierre Lefebvre, Philippe Merrigan de l'UQAM. Ils sont très clairs. C'est au Québec qu'il y a le moins d'écart entre les enfants qui viennent de milieux pauvres et les enfants qui viennent de milieux riches. On est les meilleurs au monde. Et qu'est-ce que veut faire la chef du deuxième groupe d'opposition? Fermer les écoles privées. Nous, on veut travailler à améliorer les écoles publiques, pas à fermer ce qui fonctionne bien. Deuxième complémentaire. On ne veut pas rien fermer. J'aimerais ça que le premier ministre réponde à ma question. En ce moment, on finance à près de 200 millions de dollars de l'argent des Québécois pour des écoles comme Loyola où est-ce qu'on fait des messes, on célèbre des messes, faire des prières. Est-ce que c'est normal, ça, dans une société laïque? Est-ce que le premier ministre est d'accord avec ça? Est-ce qu'il est fier qu'on enseigne avec de l'argent public dans des écoles privées, qu'on enseigne aux enfants à prier? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, bon, d'abord, là, difficile à le suivre, Québec solidaire qui a voté contre la loi sur la laïcité, maintenant vient nous parler de laïcité. Surtout venant de la chef, en plus, de Québec solidaire. Madame la Présidente, 60 du financement vient du gouvernement, 40 vient des parents. Est-ce que la chef de Québec solidaire pourrait nous dire qui paierait pour le 40 qui vient des parents avec l'abolition des écoles privées comme elle le propose? En question principale, je reconnais maintenant le député de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. Je veux d'abord saluer la mairesse de Fortierville, Madame Julie Pressé, qui est avec nous aujourd'hui, et le préfet de la MRC de Bécancour, Mario Lyonnais. Ils ne sont pas ici en touristes, ils sont ici parce qu'ils sont mobilisés pour sauver l'urgence de Fortierville, qu'on a d'ailleurs protégé ici par une motion le 7 novembre dernier. Si on ferme Fortierville, les services de santé les plus proches sont à 100 km. 100 km.
Les citoyens de Rivière-Rouge sont devant les tribunaux pour sauver leur urgence. Montjoly réduit ses ouvertures de fin de semaine. Puis il y a aussi Trois-Pistoles qui s'est mobilisé toute la fin de semaine et qui va continuer de se mobiliser. En pleine tempête hivernale, avez-vous déjà essayé ou imaginé de conduire 60, 80 ou 100 km avec des enfants parce que l'urgence de votre patelin est fermée? Est-ce que le ministre peut dire à la mairesse et au préfet de Bécancour et la mairesse de Fortierville que ce qu'ils subissent, c'est ce qu'il appelle les compressions minimales qu'il a demandées à Santé Québec? La réponse du ministre de la Santé. Bien, Madame la Présidente, je vais en profiter aussi pour saluer mon collègue, le député de Bécancour, parce que je pense qu'il fait un excellent travail pour défendre ce dossier-là. Et ce dossier-là, comme je l'ai expliqué souvent, j'ai fait la même mise au point la semaine dernière avec le député de Pontiac ou d'autres dossiers qui nous sont amenés. Je pense que malheureusement ou heureusement, ils sont amenés à un moment où on nous dit que la décision est prise soit de fermeture, alors que ce n'est pas le cas. Ici, c'est exactement la même chose. On a demandé à nos différents PDG, et c'est ça le rôle de Santé Québec, c'est de regarder comment on peut se rapprocher le plus de l'équilibre budgétaire dans des endroits où c'est plus difficile et de s'assurer qu'on minimise l'impact sur les services. J'ai été très clair, Madame la Présidente, c'est ça que les Québécois nous demandent, c'est de trouver l'équilibre entre la capacité de payer des Québécois et de maintenir des services de haute qualité. Ici, c'est exactement ce qu'on fait à Bécancour. C'est ici ce qu'on va faire pour l'urgence de Fortierville. On va être capable de regarder avec les gens de Santé Québec quelle est la meilleure solution pour continuer d'offrir des services de qualité. Merci. Première complémentaire. Encore une fois, Santé Québec. La poudre de perlimpinpin. Le ministre est obligé d'appeler Santé Québec. Santé Québec appelle les CIS et les CIUS qui vont prendre des informations, qui reviennent après ça au cabinet. Je ne sais pas quel genre d'efficacité on a gagné là-dedans, mais moi, ça m'a l'air plus kafkaïen qu'avant. Puis pendant ce temps-là, le ministre, lui, dit c'est Santé Québec qui a les réponses, c'est pas moi. Alors, est-ce qu'il peut dire à la mairesse de Fortierville qu'elle est, elle et sa population, victime des compressions minimales sur les soins qu'il a ordonnées à Santé Québec? Parce que c'est lui qui a ordonné ça. La réponse du ministre. Madame la Présidente, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui est mal compris, là, puis peut-être que l'opposition, je ne leur prêterai pas de mauvaises intentions qu'ils ne veulent pas comprendre. Mais le rôle de Santé Québec, c'est un rôle de coordination et de s'assurer, Madame la Présidente, que les meilleures pratiques sont faites partout. Comment ça se fait que dans certaines situations, dans des endroits où il y a moins de personnes, où on a plus de difficultés, qu'il y a des PDG qui réussissent à trouver des solutions, puis qu'il y en a d'autres qui ont peut-être plus de difficultés. On a expliqué que le rôle de Santé Québec, c'était d'accompagner des différents PDG dans différentes les équipes pour trouver des solutions. Madame la Présidente, c'est ça le rôle de Santé Québec, puis c'est ça qu'on va continuer à faire. Deuxième complémentaire. Toujours pas de réponse. Ça serait le fun d'en avoir une, juste une, là, pendant la session. À moins qu'il faut encore attendre un communiqué de Santé Québec vendredi à 4h15. Là. Le problème, c'est que Santé Québec n'est pas élu par la population. C'est le ministre qui est élu. Nous sommes élus, nous sommes redevables et imputables devant la population. C'est vrai pour le ministre de la Santé aussi. Alors, je repose ma question, là, qui est super simple. Il y a des gens qui attendent des réponses. La mairesse et sa population. Trois-Pistoles aussi attendent des réponses. Est-ce qu'ils entrent dans la catégorie des soins minimaux coupés acceptables par Santé Québec? La réponse du ministre. Présidente, j'ai déjà répondu. Dans l'ancien gouvernement libéral, qu'on faisait quand il y avait une période d'austérité, on coupait, puis on disait ça prend 10 15 de coupure. Qu'est-ce qu'on demande à nos gestionnaires, au contraire, nous, c'est de faire preuve de jugement. Puis d'arriver, avant de prendre une décision, de regarder les autres possibilités. C'est exactement ce que nos PDG font en discussion avec les gens de Santé Québec pour être capable de trouver des solutions. Est-ce que c'est fermé, Fortierville? La réponse, c'est non. Est-ce que c'est fermé à Trois-Pistoles? La réponse, c'est non. On a posé des questions et c'est notre rôle. Je le répète, c'était défini dans la loi quand on a fait PL15. C'est maintenant un article important, l'article 26, qui donne au ministre le droit d'intervenir s'il n'est pas satisfait des orientations. Voilà. Question principale. Je reconnais maintenant le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Dans le milieu du travail, on s'entend généralement pour dire que notre Code du travail représente un point d'équilibre fragile qui assure au Québec une certaine paix industrielle. Avec le projet de loi qu'il vient de déposer, le ministre du Travail porte une attaque frontale aux droits des travailleurs et vient rompre ce fragile équilibre. Il vient singer le gouvernement Trudeau qui a décidé de ne pas respecter le droit d'association protégé par la Charte des droits.
que la CAQ singe Trudeau. Il faut le faire, Madame la Présidente. Pourtant, il n'y a même pas 6 ans, le ministre a fait adopter son projet de loi, le projet de loi 33, sur les services essentiels. Il déclarait ceci: « Avec le projet de loi 33, nous assurons l'équilibre entre le droit de grève des salariés ainsi que la protection de la santé et de la sécurité de tous les citoyens du Québec. » Eh bien, le débat des services essentiels, il avait l'air pas mal réglé en 2019. C'est le ministre du Travail lui-même qui l'avait réglé, ce débat-là. Qu'est-ce qui a tellement changé depuis 2019 pour que le ministre se renie de manière aussi flagrante? Pourquoi vient-il aujourd'hui rompre cet équilibre en attaquant le droit des travailleurs et travailleuses du Québec? La réponse du ministre du Travail. Merci, Madame la Présidente. En fait, les droits des travailleurs reconnus dans le Code du travail puis dans la Charte des droits et libertés de la personne sont totalement respectés. Ce que ce projet de loi-là fait, c'est de protéger davantage les besoins de la population, notamment les personnes en situation de vulnérabilité, pendant une grève ou un lockout. Tout ce que nous cherchons à faire, c'est de maintenir un équilibre entre l'exercice du droit de grève et les répercussions extrêmement dommageables pour la population. Une grève, c'est un moyen de pression sur un employeur. Mais ça ne peut pas servir à prendre la population en otage. Alors, j'invite mon collègue d'Hochelaga Maisonneuve à bien lire le projet de loi et il va réaliser que ce n'est pas la même chose que le Code canadien du travail. Il y a des balises, il y a des concepts et c'est tout à fait équilibré. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Toujours dans le cadre du projet de loi 33 de 2019, le ministre déclarait: « Les modifications proposées visent d'abord à assurer la santé et la sécurité publique tout en respectant le droit de grève des salariés maintenant constitutionnalisé par l'arrêt Saskatchewan de la Cour suprême depuis 2015. » Le ministre est-il en train de nous proposer l'adoption de modifications législatives qu'il sait pertinemment être contraires aux chartes et à la jurisprudence? Le ministre est un avocat de profession, Madame la Présidente. Il sait que son projet de loi va se faire démolir juridiquement. Pourquoi il démontre aussi peu de respect pour les tribunaux et pour les travailleurs du Québec? La réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. C'est les Québécois et Québécoises que nous voulons d'abord et avant tout respecter. Les syndicats ont un mandat. Les syndiqués exercent des droits que nous respectons, qui sont totalement légitimes, mais on ne peut pas tolérer, tout le monde a son exemple, de conflits de travail au Québec qui ont eu des dommages importants. Je le répète, la décision de la Cour suprême en 2015 à Saskatchewan, on connaît les critères et lisez bien ce qui est dans le projet de loi pour vous assurer que ça sera appliqué de manière équilibrée. Merci. Deuxième complémentaire. Je ne comprends pas d'où ça sort, Madame la Présidente. Je ne comprends pas l'urgence. C'est-tu préventif contre la grève des CPE qui s'en vient dans une couple de semaines? C'est-tu une vengeance contre la grève des profs, la grève héroïque de l'an dernier? Il n'y en aurait plus de profs dans les écoles sans cette grève-là. Bon, messieurs, dames, je suis debout. Je vous rappelle l'article 32, le décorum. Je vous invite à être prudent, parce qu'ici, il y a une intention malicieuse et on ne peut pas prêter d'intention malicieuse à ses collègues. Nous allons poursuivre, mais dans le respect, je vous prie. Il vous reste 12 secondes. Il n'y en aurait plus de profs dans les écoles sans cette grève héroïque-là, Madame la Présidente. Si vous n'en voulez pas de grève, négociez comme du monde, faites des offres, asseyez-vous à la table à place de vous attaquer aux droits des travailleurs et travailleuses. Bon. Je suis debout. À nouveau, je vous rappelle notre règlement, le décorum. Vous gardez le silence, demeurez respectueux. Attention à vos propos. Je vais entendre la réponse du ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Encore une fois, je vais le redire, on ne s'attaque pas aux droits des travailleurs. On veille à la protection de la population. Il y a eu des conflits de travail. J'inviterai mon collègue d'Hochelaga Maisonneuve à discuter avec des familles qui ont des enfants à besoins particuliers. J'inviterai mon collègue à discuter
avec des familles endeuillées. J'inviterai mon collègue à discuter avec des personnes qui ne peuvent pas se rendre à l'hôpital, qui sont à faible revenu et qui ont des problématiques de transport. Il y a beaucoup d'exemples, Madame la Présidente. On s'intéresse à la protection des... Question principale. Vous connaissez le règlement, pas de commentaire après la réponse. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. On vous écoute, monsieur. Hier, ici en Chambre, le premier ministre a rajouté une couche de moutarde. Alors que Donald Trump est au sommet de sa force et que le Canada est en position de faiblesse, il insiste pour tout mettre sur la table et faire beaucoup de compromis dans les négociations avec l'administration américaine. Et en plus, je le cite hier, on va mettre une taxe à l'exportation sur l'aluminium pour lui faire payer le prix de sa mauvaise décision concernant l'aluminium. Comble d'ironie, l'industrie qu'il prétend protéger comme ça dit que ça va lui faire encore plus mal. J'ai posé la question la semaine passée à la ministre. Je la réitère, la question, parce que les Québécois veulent le savoir. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Côte-Nord, la Mauricie, le centre du Québec, la région de Montréal, les gens qui vivent du bois, de l'aéronautique, de l'aluminium veulent savoir comment la ministre compte protéger ces secteurs-là alors que le premier ministre les a mis en position de faiblesse. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je remarque le grand courage du chef du troisième groupe d'opposition. Le PQ, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut se laisser intimider par Donald Trump. Il faut se laisser intimider. Il ne faut pas faire valoir nos atouts. M. Trump nous dit « J'ai pas besoin de votre bois, j'ai pas besoin de votre aluminium, j'ai pas besoin de vos minéraux critiques. » Et qu'est-ce qu'a fait le PQ? Il dit « Ben oui, effectivement, M. Trump a raison. Hein? Le chef du troisième groupe d'opposition défend M. Trump. Nous, on va défendre les travailleurs québécois. Il n'y a pas un emploi qu'on va laisser partir. On va se tenir debout devant M. Trump, puis on va négocier une entente globale avec des pénalités s'il faut pour être certain que ça soit respecté. On ne pliera pas comme le Parti québécois. On n'ira pas dire à M. Trump « Vous avez raison, voici notre aluminium pas cher, voici notre bois pas cher, voici nos minéraux critiques pas chers. » On va se tenir debout contrairement au Parti québécois. Article 32, gardez le silence. Première complémentaire. Je note que la ministre ne se lève toujours pas en réponse à mes questions. Mais là, c'est incroyable ce qu'on vient d'entendre. Alors, un petit rappel ici au règlement. Monsieur le leader du gouvernement, brièvement, quel est votre rappel? C'est notre règlement. N'importe quel membre du Conseil des ministres peut répondre, ainsi que les adjoints. Et là, le député Jean Talon avait le plaisir d'échanger avec le premier ministre. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Monsieur le député de Matane-Matapédia, quel est votre rappel au règlement? Je vous reconnais, mais quel est-il? Vous allez l'entendre à l'instant, Madame la Présidente. On peut poser des questions à qui on veut à cette Chambre, alors ils n'ont pas à commenter ça. Alors, si la ministre veut répondre d'aventure et l'autorisation du premier ministre, ça va nous faire plaisir. Et cela dit, vous l'avez dit vous-même, on n'a pas à commenter ça. Ce qu'a dit le leader du gouvernement est exact. Le gouvernement répond par l'élu de son choix. Et vous le savez, j'aimerais que nous écoutions la suite. Monsieur le député. Alors, la ministre ne répond pas à mes questions, mais le premier ministre, je vais saisir le plaisir. Parce que là, il nous dit, moi, je me tiens debout. Je me tiens debout. Alors, la semaine passée, on disait les cartes bien ouvertes pour tout le monde aux États-Unis. Mais là, en plus, il prend ses cartes. Puis là, il les donne. Tiens, l'aluminium, je te le donne. Tiens, les bois, je te le donne. Tiens, l'aéronautique, je te le donne. Il ne reste plus rien. C'est ça, se tenir debout pour le Québec? Vraiment? Pourquoi le premier ministre n'admet pas qu'il s'est trompé avec cette offre-là? Il réfléchit. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, contrairement au chef du PQ, nous, on est conscients que le Québec a des atouts extraordinaires. On a des ressources naturelles que voudrait M. Trump. On ne va pas y donner. On a des minéraux critiques. On a de l'expertise.
Madame la Présidente, en aéronautique. On a du bois, on a de l'électricité pour fabriquer, entre autres, de l'aluminium, ce que les États-Unis n'ont pas. Donc, oui, on va exclure rien pour leur faire payer parce que c'est pas vrai qu'ils peuvent nous remplacer. Nous, on va se tenir debout. On va pas rester assis comme le chef du PQ. Deuxième complémentaire. Commencer une négociation en disant « je vais faire beaucoup de compromis », on n'a pas entendu parler des gros gains encore, mais surtout ne pas se souvenir que la dernière fois avec le même Donald Trump, savez-vous, ça a pris combien de temps à renégocier l'accord de libre-échange? 3 ans et demi pour qu'il soit en vigueur, avec, pendant ce temps-là, une guerre tarifaire du même président Trump qui a imposé des tarifs à l'aluminium canadien et du Québec. C'est ça, régler l'incertitude? C'est ça, faire des gros gains? Le premier ministre s'est trompé, il devrait l'admettre. La réponse du premier ministre. Présidente, je suis d'accord, là, pour une fois, avec le député. Ça va prendre du temps à négocier avec M. Trump. Mais plus vite on commence, plus vite on va être capable d'essayer d'avoir une entente globale. Je ne comprends pas le PQ qui dit « attendons en 2026 ». Si on retarde le début des négociations d'1 an, ça veut dire qu'on retarde éventuellement la conclusion d'1 an. Je pense que c'est important qu'on mette M. Trump devant ses contradictions. Il a besoin de notre aluminium, il a besoin de notre bois, il a besoin de nos minéraux critiques. Puis on va se tenir debout, on ne restera pas assis comme le chef du PQ. On ne pliera pas devant M. Trump. Question principale. Je reconnais maintenant la députée de Mille-Îles. On vous écoute, Madame. Madame la Présidente, plus d'une semaine ne passe sans qu'on constate les dommages de la réforme caquiste de la collecte sélective. La semaine dernière, des éditeurs de magazines ont dû couper des éditions. Hier, la semaine avant, c'était des chocolatiers et les SAQ qui ont dû augmenter leur prix. Et hier, ce sont des chaînes de restaurants qui ont constaté qu'elles devront refiler la facture caquiste aux clients. On va payer plus cher chez Béni et Saint-Hubert à cause de la collecte sélective. Mais aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est au nom des producteurs agricoles que je me lève. Certains producteurs ont vu leur facture doubler ou même tripler avec des frais supplémentaires de plus de 100 000 $ pour certains. 100 000 $ Madame la Présidente. Qu'est-ce que le ministre de l'Environnement va faire pour que les cartons de lait, les douzaines d'œufs et nos cannes de sirop d'érable n'augmentent pas aussi? Alors, la réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente. La question de la collègue ressemble étrangement à celle qu'elle a posée ici même en cette Chambre la semaine dernière. La réponse va donc s'y rapprocher également. Un petit rappel dans le temps, dans un premier temps. D'abord, une loi que sa formation politique a appuyée. D'ailleurs, l'ensemble des formations politiques ont appuyé, donc adopté à l'unanimité. Ensuite, une réglementation qui a fait l'objet d'une large consultation à laquelle sa formation politique a refusé de participer. Mais tout ceci est en vigueur avec des résultats qui sont intéressants. D'ailleurs, il y a quelques jours à peine, et j'ai salué sa présence, elle a participé à l'inauguration du centre de tri de l'Est de Montréal, qui est parmi les plus modernes, non seulement au Québec, mais au monde. Et c'est en partie grâce à la réforme qui a été adoptée. Ceci dit, la question des tarifs, elle se pose avec acuité. Il faut savoir que le gouvernement du Québec n'est pas responsable de l'opération de ces transformations-là, mais bien les producteurs eux-mêmes. Donc, les tarifs sont imposés par les producteurs qui siègent sur le conseil d'administration qui les détermine. Donc, c'est les producteurs eux-mêmes qui ont arrêté cette grille. Première complémentaire. Avec l'incertitude, Madame la Présidente, créée par les tarifs américains, on n'a pas besoin de se tirer dans le pied nous-mêmes en s'imposant des tarifs caquistes liés à la collecte sélective. Certes, il faut le payer, le service, mais le service, là, il coûte pas mal trop cher. Et il y a une triple facturation la même année. Les éditeurs de magazines, les restaurateurs, les producteurs agricoles, ils comprennent tous que ça ne marche pas. Pourquoi le ministre, lui, ne comprend pas? Va-t-il agir? La réponse du ministre. La collègue, je le mentionnais, était présente à l'inauguration du centre de tri. Je pense qu'elle en était fière et elle avait toutes les raisons d'être fière. Ceci dit, nous sommes conscients qu'il y a une problématique au niveau des tarifs qui, dans certains cas, peuvent être très élevés, mais il faut rappeler que ce ne sont pas
En fait, ce n'est pas le gouvernement du Québec qui les détermine, ce sont les producteurs eux-mêmes. Donc, j'invite la collègue à m'accompagner auprès des démarches qui sont faites autant auprès d'Éco-entreprises Québec, de la QRCB pour ce qui est de la consigne, pour rappeler à l'ordre ces producteurs leurs obligations et faire en sorte que le coût chez les détaillants ou les autres producteurs plus petits soit atténué. Et si des changements sont nécessaires à la réglementation, on le fera du côté du gouvernement. Et cela met fin à la période de questions et de réponses orales.